Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Madame Dubois. Vous êtes avocat, mais également contributeur dans plusieurs médias. Vous animez Vue du droit, vous avez participé également au lancement des médias Front Populaire à côté de Monsieur Michel Onfray. Vous faites notamment des vidéos sur la guerre en Ukraine que vous avez lancé il y a quelques temps, justement, je pense, à partir du début de l'opération spéciale, la guerre en Ukraine, à côté de Monsieur Sylvain Ferreira. Parlant du droit et du droit international, on voit que parfois le droit est instrumentalisé par certains pays dans les intérêts politiques des l'un et des autres. Est-ce qu'on peut encore croire en primauté du droit ? J'aurais tendance à dire oui, on peut croire à la primauté du droit. Je vais revenir un petit peu en arrière. Vous avez parlé de mon média qui s'appelle Vue du droit qui s'exprime par écrit et qui s'exprime également par des vidéos. C'est un média dont le lieu d'énonciation est le droit. C'est-à-dire que nous portons un regard critique sur l'actualité du monde, mais à partir de notre compétence, notre savoir-faire. Alors, militaire depuis le début de l'opération militaire spéciale, c'est le rôle de Sylvain Ferreira, mais d'abord et avant tout, le lieu d'énonciation, c'est le droit. Alors, est-ce qu'on peut encore croire, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, dans l'application du droit, dans le droit comme outil de régulation des relations internationales? Je pense que oui. Je dirais que le problème qui se pose aujourd'hui et qui fait que c'est un petit peu confus, d'abord, c'est que depuis 30 ans, depuis la disparition de l'Union soviétique, les États-Unis, pensant qu'ils avaient gagné la guerre froide, ont changé les règles du jeu. Ils ont fait ce qu'ils appellent l'ordre international selon les règles, qui changent, puisque c'est eux qui les édictent. Donc le droit a reculé. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe depuis un an, et peut-être déjà avant, parce que les choses se mettaient en place, c'est, à mon avis, le retour du droit international comme outil de régulation des relations. C'est clair que l'unipolarité, c'est-à-dire un hégémon, celui des États-Unis, avec des suiveurs, c'est-à-dire des pays qui sont un peu des vassaux, le terme vassal est parfaitement adapté, eh bien, ce système-là, effectivement, n'a pas besoin de règles de droit pour fonctionner. C'est le gendarme. J'ai le gros bâton, j'essaye d'organiser le monde en fonction de mes intérêts. Si vous dites multipolarité, mise en cohérence des intérêts d'États souverains, la règle de droit, le droit international redevient absolument indispensable. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe depuis 30 ans, c'est-à-dire l'ordre international selon les règles tel qu'il était organisé par les États-Unis, n'ont pas empêché le droit international de rester vivant et vivace. Alors simplement, ce que je dirais, c'est que le problème, il faut que la question des rapports de force, qui aujourd'hui est décisive, déterminante, c'est clair, hein, que ce qui se passe, le théâtre militaire qui se déroule en Ukraine rend les choses un petit peu compliquées. Mais je constate que dans toutes ces évolutions très rapides, hein, qu'on voit depuis un an, parce que c'est ça qui me surprend beaucoup, c'est la rapidité avec laquelle l'histoire s'est remise en marche. C'est une accélération assez étonnante et on le voit bien que tous les pays qui veulent s'inscrire dans cette nouvelle réalité mettent en avant les questions juridiques. Alors c'est pas facile, c'est pas simple parce qu'il y a un passé, il y a un passif aussi. Hein, c'est-à-dire que, en particulier, je pense à ce qui s'est produit depuis 30 ans, la façon dont les États-Unis, qui a une vieille histoire de guerre, hein, depuis très longtemps, je crois que dans toute son histoire, elle a dû rester 7 ans sans être en guerre, mais depuis 30 ans, c'est caricatural, c'est particulier. Donc, il va falloir qu'on réussisse à restaurer une forme de régularité juridique. Alors, malheureusement, ça aussi, c'est un enjeu. C'est un enjeu dans la contradiction principale, qui est celle de l'Occident, contre le reste du monde. C'est comme ça que je présente les choses. Hein. C'est comme ça que je présente les choses, parce que ce qui m'a frappé au début de l'opération militaire spéciale, je vais faire un petit aveu, j'ai été surpris de la décision russe d'entamer les hostilités. J'étais étonné, je me suis dit, mais pourquoi étais-tu étonné ?
alors même que tu as suivi depuis 2014 les choses avec attention, tu savais un petit peu ce qui se préparait, tu avais connaissance, ce qui est pour moi un événement décisif, de la déclaration commune Xi Jinping-Poutine du 4 février 2022. C'est-à-dire que tout ce que la Chine dit aujourd'hui, vous savez, le fameux réquisitoire, les dangers de l'hégémon, c'était dans cette déclaration commune. Et le fait que les Russes allaient prendre l'initiative se déduisait de la lecture de cette déclaration commune du 4 février 2022. Mais j'ai quand même été surpris. Et pourquoi j'étais surpris? C'est ce que je me suis dit, parce que l'occidentalisme est encore très fort dans les têtes, et dans ta tête à toi aussi. Hein. C'est-à-dire que ça fait 5 siècles, je l'ai écrit le 25 février. Hein. Le 25 février, j'ai dit, c'est peut-être une page de 5 siècles, celle de la domination occidentale, sachant que la globalisation, c'est la forme moderne de la domination de l'Occident, peut-être que ça se termine. Et ceux qui prennent l'initiative, un petit peu, c'est l'expression française du coup de pied dans la fourmilière, ce sont les Russes. Je ne m'y attendais pas sous cette forme-là. Et depuis, bon, je pense que l'analyse que j'ai faite donc, le 25 février sur le début du changement, bon, elle s'est quand même nettement confirmée. Alors sur le droit international, il y a eu tout un débat ces jours-ci à propos de déclaration de l'ambassadeur de Chine à Paris, qui a été invité sur LCI, qui est une chaîne de propagande, hein, la plus absurde et la plus stupide du PAF français, hein, paysage audiovisuel. Et à mon avis, il est tombé dans un piège difficilement évitable. Moi, je ne peux pas demander mon avis, mais s'il me l'avait demandé, je dirais qu'il ne faut pas aller là. Faut pas aller là. Alors, on lui a fait dire ce qu'il n'avait pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit, l'ambassadeur de Chine? Il a dit la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il avait raison. Je m'explique. Il a exposé des faits, une situation, factuelle, hein, mais il n'en a pas déduit ce que tous les atlantistes français, qui étaient très contrariés par les déclarations d'Emmanuel Macron quand il est rentré de Chine en disant il faut que l'Europe ait une autonomie stratégique, eh bien, tout ce lobby atlantiste, parfois par des agents appointés, hein, il y a des gens qui sont passés par les Young Leaders, il y a des gens qui sont payés par des think tanks américains, hein, ont essayé de prendre leur revanche en prétendant que l'ambassadeur de Chine avait dit que les pays de l'ancienne Union soviétique n'étaient pas souverains. Il n'a jamais dit ça. Il a dit une chose toute simple, il a dit aujourd'hui ce ne sont pas des acteurs de droit international complet puisqu'il n'y a pas eu de traité après la dislocation de l'Union soviétique qui soit un petit peu la photographie juridique de ce nouvel ordre. Il y a eu des décisions qui ont été prises, il y a eu des traités qui ont été passés, hein, mais il n'y a pas eu cette situation. Il n'a pas dit qu'ils n'étaient pas souverains. La Chine a commencé, après la dislocation, par reconnaître les uns après les autres tous les nouveaux États. Bon, ça prouve bien qu'elle considérait qu'ils étaient souverains, puisqu'elle traitait souverainement avec eux. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, cette question est quand même importante. Sur la Crimée, par exemple. Moi, j'aime bien cette histoire, c'est sur la Crimée. Est-ce qu'on sait que la Crimée a été annexée par l'Ukraine après 1991 ? Non, je crois qu'on ne le sait pas. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu la dislocation, vous noterez que j'utilise dislocation, je préfère ce terme-là. Hein, je préfère ce terme-là. Il n'y a pas eu d'effondrement. Après, il s'est passé des tas de choses, il y a eu des crises, mais ce qui était un ensemble tout à fait considérable s'est disloqué. Eh bien, la Crimée s'est déclarée république autonome. Il y a eu toute une série d'étapes et à un moment, ils avaient un président, ils avaient pris leur indépendance et le fameux mémorandum de Budapest, celui où la Russie dit « je reconnais les frontières de l'Ukraine et elles sont intangibles pour moi ». La Crimée ne fait pas partie de l'Ukraine à ce moment-là. Il y aura 3 ou 4 mois de différence. Alors, vous pourriez tout à fait me répondre que je suis en train d'ergoter, hein, parce que, effectivement, mais ça montre bien la complexité de la situation. Et sur ceux qui aujourd'hui viennent dire « mais attendez, la Russie a commis une agression »,
Elle a commis une invasion, ça c'est sûr. Est-ce, au plan du droit international, une agression? Ceux qui avancent cette hypothèse, et je pense aux dirigeants américains, je pense au général Milley, chef d'état-major de l'armée américaine, ou je pense à M. Austin, qui est le secrétaire d'État à la Défense, ils disent, voilà, mais d'ailleurs c'est pas par hasard qu'ils disent ça, ils disent, c'est une agression non provoquée. Parce que justement, une guerre défensive provoquée n'est pas une agression non provoquée. Ils savent très bien qu'il y a une différence juridique. Est-ce que cette situation sera tranchée? Est-ce qu'il y aura des instances qui en traiteront? Est-ce qu'il y aura des juridictions qui seront saisies? Je ne sais pas. Mais je vais quand même rappeler 2-3 petites choses. Depuis 1974, la Turquie, membre de l'OTAN, a agressé un pays souverain qui s'appelle Chypre et a envahi et quasiment annexé la moitié du territoire de ce pays. Il ne se passe rien. En 1967, Israël, disant que c'était une guerre provoquée, a envahi la Jordanie qui appartenait à la Cisjordanie qui appartenait à la Jordanie, hein, et elle l'occupe depuis, en violation de je ne sais combien de décisions de l'Organisation des Nations Unies. Le Kosovo, bien évidemment. Hein. Là, je prenais 2 exemples très anciens, où là, plus personne n'en parle, hein, mais on a bien évidemment le Kosovo qui a été détaché. On a l'occupation de la Syrie. Les États-Unis occupent une partie de la Syrie et détournent son pétrole. C'est quand même extraordinaire. Et voilà des gens qui viennent vous donner des leçons. Ça ne veut pas dire qu'on peut approuver la façon dont la Russie a traité ce problème. Hein. On peut considérer qu'elle a des responsabilités, qu'il n'aurait peut-être pas fallu faire comme ça. Mais pour pouvoir en discuter, il faut avoir un minimum de légitimité et ne pas utiliser les doubles standards en disant « nous, on a le droit, mais vous, non ». Vous faites des vidéos sur la guerre en Ukraine et c'est un travail de réinformation. Les Français s'orientent de plus en plus vers des chaînes alternatives, mais beaucoup suivent le narratif mainstream également. Pourquoi ce travail de réinformation est si important pour vous? Parce que la façon dont la France a réagi est tout à fait catastrophique. Son dispositif médiatique c'est déconsidéré, c'est pour moi un des pires de l'Occident. Moi, je suis quelqu'un qui aime mon pays, je suis attaché à beaucoup de choses, et ça me blesse. Le fait d'être à ce point dans des délires propagandistes, dans le mensonge, dans la défense d'intérêts étrangers, hein, c'est quelque chose qui me choque. Donc, lorsque la guerre a commencé, le déferlement était tel, avec des folies. On parlait de droit. Je vais donner un exemple inouï qui concerne ma profession. Le bâtonnier de Valenciennes. Le bâtonnier de Valenciennes gère un fonds qui s'appelle le fonds Carpa. C'est le fonds qui est à la banque et qui gère l'argent des gens, des clients, quand il y a une transaction, quand l'argent transite par là. Donc c'est quelque chose, c'est un outil extrêmement important. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a demandé à cette caisse de bloquer l'argent de tous les gens qui avaient un nom à consonance slave. Alors, outre que c'était une infraction pénale chez nous, c'est une discrimination réprimée par le code pénal, mais on était dans le délire. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, il aurait dû être poursuivi. Il n'aurait pas dû rester le bâtonnier président de cette caisse. C'est pas possible. C'est passé comme une lettre à la poste. Alors face à ça, on s'est dit, alors là je prends un petit exemple juridique et puis qui est peu connu, mais on s'est dit, il faut faire un travail, et vous utilisez le terme qui est le nôtre, de réinformation. C'est-à-dire qu'on va prendre les faits et on va essayer de les analyser à partir d'un travail de veille, bien évidemment, à partir d'un travail critique, hein, qui va être le point de vue opposé, contradictoire à celui dominant. Vous savez, je suis avocat, moi, hein, toute ma vie. J'ai enseigné aussi, j'ai été universitaire, mais j'étais d'abord avocat, praticien, et toute ma vie, j'ai contribué à l'élaboration de la vérité judiciaire. La vérité judiciaire, qu'est-ce que c'est? C'est des faits qui sont appréhendés par la justice, hein, et la justice, à partir de ce qu'elle voit, va en tirer des conséquences juridiques, bon, avec des forces normatives. Eh bien, c'est après un débat.
contradictoires, toujours. Quand on vous parle de la défense, des échanges de presse, de pièces, de la loyauté, c'est pour pouvoir avoir un débat contradictoire. Et là, sur l'actualité, mais c'est indispensable. Or, le système mainstream français est totalement monolithique. Totalement monolithique. C'est assez effarant. Quand vous pensez... Alors, assez monolithique d'abord parce que l'essentiel des médias sont possédés par des oligarques. Il n'y a pas qu'en Russie qu'il y en a, ou en Ukraine, il y en a en France aussi. Et donc, ces médias ne dispensent qu'une parole, celle que souhaitent leurs employeurs. Et vous avez également le service public qui est assez important et celui-là est complètement monolithique. Vous avez pourtant ce qu'on appelle l'ARCOM aujourd'hui, c'est une instance qui régule les médias, eh bien, elle devrait notifier au service public son obligation de pluralisme, elle ne le fait jamais. En revanche, elle a laissé fermer RT en violation, parce qu'on parlait de droit, en violation de la Constitution française. Parce que, je rappelle, c'est extraordinaire. Parce que, si vous voulez, la France, qui se présente souvent comme le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, déteste la liberté d'expression. Malheureusement, la Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie de notre Constitution, article 10, la liberté d'opinion est absolue. Il n'y a pas encore d'appareil pour aller voir ce que vous pensez dans votre tête. Et la liberté d'expression est absolue, sauf si la loi, pour des motifs d'intérêt général, décide qu'on peut la limiter. Mais cette limitation ne peut être faite qu'a posteriori, après que vous ayez dit votre bêtise, et que ce soit décidé par le juge. Quand est-ce que RT a été fermé sur décision judiciaire? Jamais. Jamais. Ce sont purement des décisions administratives. C'est un système totalitaire, tout simplement. Et ça, personne n'a bougé. C'est quand même assez fantastique. Et donc, vous posiez la question juridique, on voit bien que le droit, il s'insinue partout. Il s'insinue partout quand on vient dire oui, mais RT a été interdit, parce que c'est ça, il n'y a pas de... c'est pas bien, on aurait dû respecter la liberté d'expression, mais moi j'ajoute, on aurait dû éviter de violer la Constitution française. Et de violer et de piétiner la Déclaration des droits de l'homme. Or, c'est ce qui s'est passé. Alors, pour en revenir à cette vidéo, enfin, à ces vidéos, parce qu'il y en a une par semaine, et puis on fait d'autres petites choses à côté, c'est véritablement pour faire un travail de réinformation. Et on a vu avec plaisir que les gens prenaient ça comme un bol d'air. Ils nous ont dit « Ah, on respire mieux. » Alors bon, on a pris un certain ton, maintenant, je veux dire, c'est assez dynamique, mais l'idée, elle est polémique, soyons clairs, c'est très polémique aussi, mais l'idée, elle est de dire, attendez, vous avez un discours qui est un discours qui est totalement orienté, c'est un discours militant, c'est le discours souhaité par le grand patron qui est les États-Unis par l'intermédiaire de ses relais en France, et par conséquent, nous, on fait de la résistance, j'utilise ce terme, oui, c'est un travail de résistance. Alors attention, on va se faire bien évidemment, et on se fait accuser d'être pro-russe. Disons que c'est un petit peu difficile, parce que d'abord, moi, j'ai une histoire, effectivement, personnelle, et y compris dans mon rapport à mon pays, de patriotisme fort, culture familiale en plus. Et quant à Sylvain Ferreira, c'est un professionnel de l'art militaire, c'est un historien et un des meilleurs. Si vous voulez, il y en a 4 ou 5, à mon avis, en France de ce niveau. Donc il se trouve que lui aussi, il a été choqué par ce qui se passait, et donc il a décidé de venir, et il fait un travail, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir, avec les cartes, etc., en expliquant, bon, il m'a expliqué beaucoup de choses aussi, quand on préparait les émissions, moi j'ai beaucoup appris sur la façon dont se passait une guerre. Parce que ce travail de réinformation nous permet de voir que malheureusement mon pays aujourd'hui est relativement inculte. Sur le plan juridique, ce qui a fait le succès de mon blog Vue du droit, bien avant la guerre, ça fait une dizaine d'années que je le fais, j'ai écrit un livre il y a 2 ans qui s'appelle Une justice politique pour montrer comment la justice était utilisée à des fins politiques en France et ailleurs,
comme ça vient de se passer aux États-Unis avec les poursuites contre Donald Trump. J'ai rien de spécial pour Donald Trump, mais la façon dont on a déclenché une procédure, c'était des objectifs politiques. Ça se passe aussi en France. Et je dirais que le succès que j'ai pu avoir concernant Vue du droit, c'était dû aussi au fait que la France est un pays à très faible culture juridique. C'est un pays qui a une forte culture administrative, historiquement, depuis Napoléon, c'est connu, hein, mais la culture juridique et judiciaire est assez faible. Je dirais que je constate que sa culture militaire est également assez faible. Hein. Vous avez parlé de la tradition, j'aimerais bien parler de la tradition diplomatique. L'échec de la diplomatie est traduit également par l'absence de vraies écoles de diplomates. Et on sait très bien que la France connaissait ces siècles de gloire en matière. Comment resterait cette institution, à votre avis, maintenant surtout? Catastrophe. C'est une catastrophe. Il y avait une tradition très forte. Il y avait de grands diplomates, il y avait des grands ambassadeurs, etc. Je sais que c'était le cas en Russie aussi, hein, que l'Union soviétique avait continué, puis que ça continue maintenant. J'ai lu des articles assez approfondis justement sur la formation. La France, ça s'est nettement abaissé. Il y a un homme qui porte une responsabilité importante, c'est M. Kouchner, hein, le soi-disant médecin humanitaire qui a été nommé à la surprise générale ministre des Affaires étrangères par Nicolas Sarkozy. C'est un agent américain, c'est clair. Il a toujours soutenu l'hégémonie américaine, il a toujours soutenu les intérêts des États-Unis. Et il a installé au Quai d'Orsay une administration totalement atlantiste. Totalement atlantiste. Si vous en discutez en aparté avec M. Védrine, qui a été ministre des Affaires étrangères aussi, hein, j'ai bien dit en aparté parce qu'il ne le dira pas officiellement, il est catastrophé hein, de ce niveau. Il y a également la formation. La formation, si vous voulez, les filières habituelles, c'était souvent Sciences Po ENA hein, qui amenait là. Or, le niveau. Moi, j'ai été à Sciences Po il y a très longtemps. Hein, quand je vois ce que c'est devenu aujourd'hui, quant à l'ENA, c'est pareil. Moi, j'ai eu des stagiaires de l'ENA, j'ai suivi ça. J'ai vu un peu comment cette école s'est abaissée, comment cette école est devenue médiocre. Et aujourd'hui, le niveau des gens qui en sortent est très faible. Il est très faible. Donc c'est vraiment assez dramatique. Alors concernant ce qui s'est produit là, je parle bien de l'opération militaire spéciale, j'ai senti que le temps se couvrait, comme c'est une expression française, que le temps se couvrait lorsque j'ai vu se dérouler, après l'élection de Biden, la rencontre avec les Chinois. Les Chinois ont dit on ne veut pas venir à Washington, on va prendre un endroit à mi-chemin. Ça s'est passé en Alaska. Et là, je veux dire, Blinken est arrivé à commencer à parler des Ouïghours, de ci, de là. 2 minutes, il s'est fait interrompre et il a pris un réquisitoire très dur des Chinois en disant stop, c'est fini. Vous ne nous parlerez plus comme ça. Il y a eu ensuite la tension de l'automne 2021. Et c'est là où, si vous voulez, le faible niveau de la diplomatie française s'est manifesté de façon criante hein, dans ce suivisme pour les États-Unis. Les Russes ont dit un certain nombre de choses. Et puis à un moment, ils ont dit, bon, voilà ce qu'on veut, un traité de sécurité collective écrit. Mais que la France n'ait pas réagi en disant « mais écoutez, il faudrait peut-être leur répondre », par écrit aussi, quitte à refuser, même pas. Enfin, je veux dire, ça a été désinvolte. Ça témoigne de l'absence de niveau et de capacité d'initiative diplomatique. Mais les Américains, c'est pareil. Hein. C'est pareil, quand vous voyez un petit peu qui sont leurs diplomates, c'est quand même pas fameux. Hein. Et puis, on va remonter d'un cran. Il y a eu une chancelière qui s'appelait Madame Merkel et un président de la République, young leader hein, aussi, qui s'appelle Monsieur Hollande. Ils viennent de vous dire, voilà, on a fait les accords de Minsk, on a dit aux Russes, voilà ce qu'on va faire, ça a été signé et les Ukrainiens se sont engagés, on s'en est porté, la France, garant droit international. On a fait approuver par le Conseil de sécurité de l'ONU, et moyennant quoi, on vient dire aujourd'hui,
On n'avait aucune envie de l'appliquer, c'était pour gagner du temps et faire la guerre à la Russie, parce que c'est à peu près ce qu'ils disent. Mais c'est insensé, c'est ahurissant. Comment, vous imaginez la culture, il a fait l'ENA, hein, monsieur Hollande, il a d'abord fait HEC, puis il a fait l'ENA après. Mais imaginez-vous le niveau professionnel, le niveau du président de la République française pour oser dire ça. Mais je vais plus loin. Le président Poutine a un entretien téléphonique avec monsieur Macron. Monsieur Macron l'enregistre. Ben voyons, hein, usage diplomatique, c'est normal, hein, j'enregistre. Et puis il enregistre, il fait venir ses collaborateurs, hein, et il se permet des phrases à l'emporte-pièce, il se permet de l'interpeller, et il fait la démonstration qu'il n'a pas lu les accords de Minsk. Il parle des accords de Minsk, il dit on va faire un Minsk 3, il ne les a pas lus, les accords de Minsk, hein, et il ne trouve rien de mieux 8 semaines plus tard que de publier ça, de faire circuler la vidéo. Mais il est fou. Mais d'où sort-il? Enfin, je veux dire, j'imagine les ancêtres du Quai d'Orsay se retournant dans leur tombe. Mais qui est ce galopin, quoi? Enfin, je suis assez effaré. Je le suis d'autant plus que, bon, privilège de l'âge, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns. Hein. J'ai une longue carrière, j'ai connu un autre monde, moi. Je suis arrivé, si vous voulez, à l'âge d'homme, Charles de Gaulle était président de la République, hein, donc voilà. Hein, donc j'ai vu comment ça se passait, puis ses successeurs étaient d'un autre calibre que ce qu'on a aujourd'hui. Non, 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 je crois que malheureusement, pas de formation, je veux dire, médiocrité sociologique des couches qui sont appelées à remplir ces fonctions. Non, non, c'est un abaissement. Et c'est ça mon problème, si vous voulez, pourquoi je me suis engagé. Parce que je me suis engagé assez fortement quand même. Si vous voulez, tout n'a pas été facile, mais c'est pas grave, hein, j'ai un peu l'habitude. Vous savez, moi j'ai connu l'anticommunisme et l'antisoviétisme rabique il y a 30, 40, 50 ans, donc ça forme hein, en général. Et donc, je me rappelle par exemple l'intervention soviétique en Afghanistan en décembre 79, ça avait un peu secoué quand même. Donc, là, j'ai décidé de mener ce combat, mais bon, c'est pas simple tous les jours, y compris sur le plan familial, hein, donc, mais je ne bougerai pas parce que ma raison principale, c'est de dire, voilà, mon pays, dans ce nouvel ordre qui est en train de se mettre en place, parce qu'il ne faut pas rêver, il ne faut pas rêver, je regarde ce qui se passe, hein, la dédollarisation est en route et elle va être plus rapide probablement que ce que beaucoup imaginent. Deuxièmement, le reste du monde, le sud global, hein, ne supporte plus le double standard et ne veulent plus de l'hégémon américain. Troisièmement, et c'est peut-être le plus grave et le plus préoccupant, les États-Unis sont en train de se disloquer. Moi, je dis toujours à mes amis, vous savez, en juillet 1991, juillet, hein, avant la tentative de coup d'État à Moscou, personne n'aurait imaginé que 6 mois plus tard, l'empire des Tsars, récupéré et réorganisé par les bolcheviks, allait se disloquer. Personne. Tout le monde aurait ri aux éclats. Donc là, qu'est-ce qui va se... Alors je ne suis pas en train de pronostiquer la dislocation des États-Unis, mais ce qui se passe là-bas est quand même très très embêtant. Vous avez des États qui sont en train de prôner la sécession, vous avez des parlementaires qui disent il faut qu'on divorce, vous avez le Texas qui est en train de réfléchir à la mise en place de sa propre monnaie. Hein, vous avez des populations, parce qu'il y a beaucoup de mobilité aux États-Unis, vous avez des populations qui migrent, qui quittent des États woke, par exemple, pour aller dans d'autres États républicains. Et puis, si vous regardez les critères, on vous dit les États-Unis, c'est une grande puissance. Militairement, c'est pas vrai. C'est une grande puissance. Aujourd'hui, sur le plan militaire, les Russes sont supérieurs, pour plein de raisons. On ne va pas rentrer ici dans le détail. Si vous regardez sur la question de la santé, ils ont des systèmes de pointe, mais la santé dans les couches du peuple est faible. Vous avez des mortalités infantiles qui sont importantes. Vous avez un niveau de délinquance, enfin, quand vous pensez que le taux d'incarcération le plus élevé du monde, c'est aux États-Unis.
je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus de détenus dans les prisons américaines aujourd'hui qu'il n'y en avait dans les camps soviétiques en 1940. Emmanuel Todd en parle dans de ses ouvrages, effectivement. Hein, donc voilà, alors lui, ce sont ses critères, hein, souvent, hein, dans le temps long, mais vous pouvez regarder la question de la drogue, vous pouvez regarder tout un tas de choses. C'est plus un pays très puissant. C'est plus un pays très puissant. Donc il est en crise, toujours avec un sentiment de surpuissance, mais crisique, quoi. Et par conséquent, dans quel état seront les États-Unis dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je viens de vous décrire un monde qui change, hein, avec un Occident en crise, des pays vassaux qui suivent aveuglément, excités souvent par, je pense à la Pologne, je pense aux pays baltes, etc., qui n'amènent pas les États-Unis à se modérer, les États-Unis qui sont dans un drôle d'état, hein. Moi, Sylvain Ferreira, qui est un spécialiste de la guerre de sécession américaine, hein, il a écrit un gros livre là-dessus, il suit ça de très près, il m'a dit, lui, il pense qu'on va vers une nouvelle guerre de sécession, très différente, hein, de celle de 1860, mais c'est son pronostic. Donc, ce monde nouveau qui arrive, avec le Sud global, avec la majorité mondiale qui s'organise, la France avait un rôle extraordinaire à jouer. Ah bah justement, on a parlé avec le général Pénard-Legris la semaine dernière lors de notre conférence. D'ailleurs, j'invite tout le monde à revisionner cette conférence qui a beaucoup de succès en ce moment. Le général a déclaré que la France a l'intérêt que le monde soit multipolaire. Évidemment. Où sont les intérêts de la France dans son conflit? Mais les intérêts de la France, c'est tard, hein. C'est tard pour changer son fusil d'épaule. Il ne suffit pas de faire une déclaration dans l'avion du retour après le voyage en Chine en disant qu'il faudrait que l'Europe ait plus d'autonomie stratégique. Il aurait fallu prendre ça beaucoup plus tôt et jouer un rôle. Moi, quand je vous disais tout à l'heure que je suis arrivé à l'âge d'homme sous la présidence du général de Gaulle, je me rappelle de ce qu'il disait. Je me rappelle du fameux discours de Phnom Penh. Je me rappelle de... Il n'était pas non aligné, il faisait partie de l'Occident, il le savait, mais il voulait y jouer un rôle, hein, politique et diplomatique extrêmement important. Moi, je me rappelle, en 1969, j'ai fait un voyage au Moyen-Orient. À l'époque, on était jeunes, on se baladait comme ça, on a pris beaucoup de risques quand même, c'était juste après la guerre des 6 jours. Hein. Vous alliez dans le monde arabe, j'étais en Égypte, en Jordanie, en Syrie, en Irak, etc. Dans toutes les boutiques, vous rentriez dans une boutique, il y avait une photo de Gaulle. Et vous disiez que vous étiez français, c'est tout juste si on vous embrassait. Hein. Donc voilà. Et je ne dis pas que ce n'est pas pour avoir, je veux dire, une gloriole particulière que la France doit faire ça, mais c'est son rôle. C'est elle qui n'est plus la grande puissance qu'elle a été, c'est elle qui devrait jouer ce rôle. Et les gens l'attendent. Alors, je pense que les Russes ne l'attendent plus. Hein. Je pense que Sergueï Lavrov nous a bien dit qu'ils avaient fait le pivot. Hein, et que l'Europe de l'Ouest ne les intéressait plus, je comprends. Enfin, il faut être un peu sérieux, comment on les traite, avec quelle désinvolture, quelle arrogance. Enfin, écoutez, il préside le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie, il vient pour le présider, le Conseil, et les États-Unis refusent de donner les visas aux journalistes qui l'accompagnent. Mais vous vous prenez pour qui, amis américains? C'est fini, ce temps-là. C'est fini. Hein, l'ONU va se vider sa substance et on va les installer comme le siège des BRICS en République centrafricaine. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en train de se produire. Alors les Américains, c'est leurs affaires. Hein, mais moi, les affaires de la France, moi, je ne veux pas qu'on soit dans ce wagon-là. Ce n'est pas l'intérêt de mon pays d'être un valet de chambre d'un pays qui est aujourd'hui dans une stratégie, c'est un peu l'Empire romain devenu fou, hein. Si vous voulez, bon, qui fait des lois pour interdire aux parents de s'opposer à la stérilisation de leurs enfants ou au changement de sexe. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Calmez-vous. Ben non, c'est parti dans une direction et on est dans le sillage. C'est pas possible. C'est pas l'intérêt de la France, ça. Moi, je suis, comment dire, je ne veux pas faire de parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale. Hein, mais je constate qu'il y a
d'abord, il y a des gens qui sont des collaborateurs des États-Unis, clairement. Je ne vais pas citer de nom ici, parce qu'on aurait des procédures judiciaires, hein, mais il y a des gens qui sont des agents américains. Hein. BHL a toujours défendu l'intérêt des États-Unis, toujours. Mais bon, à la limite, c'est son problème. Mais qu'on m'autorise à dire qu'il est le collaborateur de l'Empire et que ce n'est pas une bonne chose et qu'il faut résister à ça, hein, et il faut développer quelque chose de différent. Hein, et quelque chose de différent, c'est à nous d'aller parler aux Chinois, c'est à nous d'aller parler au Brésil, c'est à nous d'aller parler à la Russie. Enfin, c'est les Chinois qui vont réconcilier l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est les Chinois qui mettent fin au conflit au Yémen, abominable conflit au Yémen. Hein, ce sont les Chinois et les Russes qui sont en train de dire à l'Afrique, vous pouvez faire autrement que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Je ne parle même pas de l'Amérique latine. Moi, si vous voulez, dans ma vie, hein, dans ma longue vie, j'ai eu des responsabilités internationales. Hein, j'ai parcouru le monde dans tous les sens et j'étais président d'une grosse structure, une grande ONG qui s'appelait France-Amérique latine, hein, à l'époque des dictatures, à ces époques difficiles. Hein, l'amour de l'Amérique latine pour les Yankees, je le connais. Hein, je sais comment ça fonctionne, mais c'est en train là aussi de bouger. Ça se disloque aussi. Leur arrière-cour va leur échapper. Et là, nous, on est dans le mauvais wagon. C'est pas possible. Les dernières révélations faites par Seymour Hersh concernant le sabotage de Nord Stream prouvent le rôle principal des États-Unis dans cette affaire. Est-ce que cette nouvelle, est-ce que cette révélation sera effacée et étouffée, comme plusieurs d'autres informations concernant différentes affaires? Pas possible. Tout le monde sait très bien qu'il a fait. C'est mourir très bien. C'est courageux ce qu'il a fait. Hein, mais avant même qu'il fasse ça, on le savait. On le savait. Techniquement, les Russes, d'abord, on ne voit pas très bien pourquoi ils l'auraient fait, mais surtout qu'en plus, techniquement, ils n'avaient pas les moyens. Hein. C'était une zone très surveillée. Hein. Tout le monde sait très bien que ce sont les Américains qui l'ont fait. La seule question en suspens encore aujourd'hui, c'est est-ce que M. Scholz, traître à son pays, le savait avant? C'est tout. C'est la seule chose. Et il devra en rendre des comptes face à son peuple. C'est pas possible autrement. Bien sûr qu'on saura qui a commis cet acte de guerre contre un de ses alliés. Ça aussi, ça procède de comment voulez-vous pouvoir être sérieusement écouté quand vous parlez aux Chinois, quand vous parlez aux Brésiliens, quand vous parlez aux Indonésiens, hein, en venant dire c'est un voilier avec des touristes qui a fait péter le Nord Stream 2. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Puis c'est tout. Et donc, une fois qu'on a dit ça, qu'il a fait, maintenant qualifions-le. Autour du droit, ma chère Irina. Autour du droit. Je suis désolé, c'est un acte de guerre. C'est-à-dire que les États-Unis ont Cuba, par exemple. Je retourne un peu en arrière à Cuba. Quand les Soviétiques ont installé des missiles, hein, les Américains ont dit c'est pas possible. Le parallèle avec l'Ukraine est évident. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? Il y a eu une crise, mais les Américains ont fait un blocus autour de Cuba. C'était un acte de guerre. Justifié, guerre défensive provoquée peut-être, mais c'était un acte de guerre que ce blocus. On fait des blocus pendant la guerre. Hein. Quand on fait des sanctions, ce sont des actes de guerre, les sanctions, hein, qui ne marchent pas d'ailleurs. Hein. Ça a été, parce que je crois qu'on parlait de l'abaissement du niveau, de la médiocrité des dirigeants, ça en fait partie aussi. L'absence de planification stratégique, moi je suis stupéfait de voir, attendez, on a un ministre de l'économie, hein, qui vient, on va détruire l'économie russe dans les semaines qui viennent, on connaît le résultat, il est ridicule tous les jours, sur les réseaux, tout le monde ne parle que de ça, il est toujours ministre. Les sanctions sont-elles légales du point de vue du droit international? Elles reposent essentiellement sur l'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, vous n'avez pas le droit de commercer avec tel pays. Hein, ce que les États-Unis sont en train de faire à propos des puces, hein, vis-à-vis de la Chine. Hein, je ne parle pas de la Russie, là, vis-à-vis de la Chine. Hein, donc ils prennent des mesures anti-concurrence. Hein, ils sont ultra-libéraux, mais non, anti-concurrence. Et ils prennent des mesures et ils interdisent de commercer avec la Chine sur la question des puces. Mais pour le faire, hein, il y a deux conditions. La première condition, il faut qu'ils invoquent
une raison qui ne soit pas directement de la violation des règles de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Donc ils vont dire génocide des Ouïghours, ils vont trouver des relais chez nous qui vont venir, M. Glucksmann et M. BHL, pour le prétendre. Et ensuite, il faut que les opérations économiques se passent en dollars, parce que c'est le fameux principe d'extraterritorialité, c'est-à-dire que les États-Unis disent à partir du moment où vous avez violé mes règles, mes sanctions, que vous avez utilisé ma monnaie pour commercer, eh bien, je vous juge chez moi. Et là, alors, je vous juge chez moi, c'est ce qui est arrivé à la BNP, je crois que c'était quelque chose avec l'Iran qu'elle avait fait, eh bien, elle a payé 9 milliards de dollars. C'est du racket pur et simple. C'est du racket pur et simple, mais ce principe... Alors, les sanctions, la légalité des sanctions, ce sont des violations des règles de la... comment dire, de l'OMC, mais autre chose, je vous ai parlé de la Déclaration des droits de l'homme, la saisie des biens appartenant à autrui, le droit de propriété a un caractère sacré dans la Déclaration des droits de l'homme, si vous voulez. On n'est pas en guerre avec la Russie, on a un ambassadeur de Russie en France. Et donc, par conséquent, ces mesures sont attentatoires au caractère sacré de la propriété. L'État peut saisir une propriété privée, mais il doit le faire après une procédure où c'est le juge qui décide de l'indemnisation. C'est ce qu'on appelle les déclarations d'utilité publique, et on peut le faire. Bon, ça peut être une nationalisation aussi, mais c'est le juge qui va décider, après une procédure contradictoire, qui va décider de l'indemnisation. Là, on a saisi les avoirs financiers russes. Excellente idée. Je peux vous dire que le message il a été reçu par le reste de la planète. Ah d'accord, oui. Donc si on commerce en dollars, vous pouvez nous poursuivre, nous mettre en prison et saisir notre argent. Bon, mais très bien, on va faire ça en yuan, ou en roupie pour les Indiens. Enfin bon, donc non, au-delà de leur caractère non efficient, bien évidemment qu'elles sont illégales. Bien évidemment, ne serait-ce que sur le principe du droit de propriété, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour parler du droit, la Cour pénale internationale n'est pas reconnue par plusieurs pays. Cette déclaration, la récente déclaration sur l'arrêt du président russe, est-ce que c'est un acte de communication? Totalement. Totalement. Là aussi, alors je vais commencer par les doubles standards. C'est-à-dire qu'il y a eu le protocole de Rome, et puis ensuite, bon, on le signe, et puis ensuite, on signe le traité. Bon, les Russes ne l'ont pas fait. Très bien. Ils ont été tentés peut-être un moment, puis après, ils ne l'ont pas fait. Les Américains n'ont rien fait. Et non seulement ils n'ont rien fait, mais Trump a fait adopter une loi disant qu'il avait le droit d'envoyer l'armée américaine à La Haye si jamais on arrêtait, sur la base des procédures devant la CPI, on arrêtait un citoyen américain. C'est vous dire s'il y avait de l'ambiance. On vous déclare la guerre. Si vous touchez à la tête un cheveu d'un de nos criminels de guerre, et Dieu sait si on en a quelques-uns quand même, n'est-ce pas, M. George Bush, George Bush fils, le père aussi peut-être d'ailleurs, eh bien, donc voilà, double standard, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous êtes des supplétifs des Américains. Les Américains vous ont dit que si jamais vous étiez intéressé par, après Abu Ghraib par exemple, pour ne prendre qu'un petit exemple, ils vous enverraient la troupe, mais ça ne vous empêche pas de lancer un mandat d'arrêt. Aucune compétence juridique et judiciaire particulière de la CPI vis-à-vis de la Russie. Alors ça, c'est sur la compétence. Ensuite, vous avez le mandat d'arrêt, c'est-à-dire que vous pouvez lancer un mandat d'arrêt si vous avez une procédure qui est lancée et si ce mandat d'arrêt est émis par un juge. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas une autorité de poursuite qui émet normalement le mandat d'arrêt, c'est un juge. Et vous ne pouvez le faire que dès lors que l'incrimination est suffisamment établie. Là, c'est quoi? C'est des enfants qui ont été évacués d'une zone de guerre, comme les Ukrainiens le font d'ailleurs, pour obliger les gens à suivre les enfants d'ailleurs, de leur côté. Et on dit, voilà, déportation, on utilise ce mot. Mais c'est plus que grotesque. Alors nous avons le pauvre Robert Badinter chez nous,
qui est à peu près dans le même état que Joe Biden, alors qu'il est quand même nettement plus âgé, et qui vient dire « Ah oui, si on avait dit à Göring en 1942 qu'il serait jugé, il ne l'aurait pas cru. » Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous aviez une guerre mondiale, vous aviez les Alliés qui avaient dit « capitulation sans condition », donc vous serez à la merci des vainqueurs. Donc on vous jugera. Le procès de Nuremberg que je soutiens, c'est la justice des vainqueurs, qu'on le veuille ou non. Alors heureusement, on a posé des principes, on a posé un cadre juridique international qui est encore, à mon avis, utile aujourd'hui. Hein, mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans le cadre d'une communication, d'une guerre de la communication, qui est très importante, cette communication depuis le début du conflit, hein, eh ben on essaye de porter un coup à Vladimir Poutine. Très bien. À la Russie d'ailleurs. Hein. Ça n'a aucun sens, c'est pas sérieux au plan juridique. Et c'est pour ça qu'on sort le malheureux Badinter de la naphtaline pour venir lui demander, puisqu'il a une forme d'autorité morale. Chez nous, il a joué un rôle important dans l'abolition de la peine de mort. Hein, eh bien, non, je veux dire, il est plus, comment dire, il est plus légitime à venir dire ce genre de bêtises. C'est une opération de communication pure. Je ne sais pas si vous avez entendu. Moi, ça me choque parce que je suis juriste, je suis praticien. J'ai regardé un petit peu la façon dont ça s'était passé. C'était tellement lamentable, hein, tellement double standard que ça m'a choqué. Mais il va y avoir un sommet des BRICS en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous avez entendu les déclarations du dirigeant sud-africain du plus grand syndicat, qui a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Si Vladimir Poutine vient, on ira le chercher personne ne l'arrêtera, on ira le chercher à l'aéroport, on le ramènera à l'aéroport, on sait très bien qui sont nos amis, enfin toute l'histoire. Hein, j'ai été l'avocat, dans une autre partie de ma vie, de l'ANC, hein, avant la chute de l'apartheid. Donc si vous voulez, j'étais l'avocat de l'OLP aussi. Bon, vous avez dit que j'avais une vie professionnelle internationale assez agitée. Donc j'ai bien connu l'Afrique du Sud. Je peux vous dire que non, il ne faut pas leur raconter cette histoire-là. Est-ce que vous gardez un espoir pour restaurer nos relations entre la Russie et la France? Y a-t-il des solutions? Alors, si le bloc au pouvoir, le bloc élitaire, n'est pas renversé, je pense que ça va être assez compliqué. Cela étant, comme l'Occident n'est pas en grande forme, comme l'Occident va être confronté à relativement brève échéance à des soucis très importants, parce que comment va se passer l'été prochain? L'hiver prochain, pardon. L'hiver prochain. D'abord, on a des problèmes économiques, on a une inflation, et l'hiver prochain, on n'aura pas les réserves d'énergie qu'on avait mises en place pour l'hiver qui vient de se dérouler. Hein? Comment on va faire? Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va trouver des solutions, peut-être que le GNL américain sera suffisant, je n'y crois pas trop, hein, mais je veux dire, tout le caractère contre-productif des sanctions, parce que le problème des sanctions, vous m'avez posé la question, est-ce qu'elles sont légales? Je vous réponds non. Mais est-ce qu'elles sont efficaces? Non. Mais est-ce qu'elles sont péjoratives pour nous? Est-ce qu'elles elles ont des conséquences négatives pour nous? Oui. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Donc voilà, c'est ça qui est terrible dans cette affaire, c'est que au-delà du fait qu'on a dit et raconté n'importe quoi, au-delà du fait que c'était choquant, au-delà du fait qu'on n'a pas donné à la France les responsabilités, les moyens d'être ce qu'elle doit être, ça c'est ce que je pense, hein. Mais si vous voulez, les Russes, ils n'ont pas besoin de nous. Serge Lavrov le dit, ils se sont tournés vers l'Asie. J'ai vu ce qui s'est passé avec le voyage de Xi Jinping à Moscou. Hein. Alors bon, lorsque je vois, on sort sur le perron, hein, on se serre la main, comme par hasard il y a les caméras, comme par hasard il y a le micro, hein, et on entend Xi Jinping qui dit nous assistons à un changement qu'on n'avait pas vu depuis 100 ans, et nous le conduirons ensemble. Prenez bien soin de vous, cher ami. Attendez.
c'est pas par hasard qu'on entend ça. Hein. Faut être sérieux. Hein. Faut être sérieux. Donc voilà. Bon. Est-ce que la France et la Russie vont pouvoir renouer? Alors bon, moi je crois un peu au temps long. Je crois un peu au temps long. Comme les Russes. Et on voit comment? Peut-être, peut-être. Quand je vois un certain nombre de choses, c'est ma famille a été très profondément marquée par la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, c'est amusant. Bon, mon arrière-grand-père était un des grands chefs de la guerre de 14. Il aurait dû être maréchal, mais comme il était trop catholique, Clémenceau n'a pas voulu. Bon, c'est une injustice assez scandaleuse. Alors, je n'ai pas tout à fait les mêmes opinions politiques que lui. Hein. Je veux dire, ça fait quelques histoires chez moi. Mais il a perdu 3 fils, hein, 3 fils tués à ce moment-là. Et d'ailleurs, il a été en Russie entre janvier 17, il a assisté à la révolution de février, puis il a dû partir au mois d'août, hein, avant la révolution bolchevique. Toujours est-il qu'il y a eu le centenaire de la Première Guerre mondiale. J'ai été surpris que moi, ça ait eu une certaine importance, que c'est une grande résonance, que ce centenaire, mais dans la population française, ça a été assez fort quand même. Ce qui prouve bien qu'il y a des traces longues qui sont là. Hein. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer d'ailleurs en faisant le parallèle entre notre souvenir de la Première Guerre mondiale, hein, ce deuil jamais fini, hein, et ce que les Russes ont vécu avec la Grande Guerre patriotique et la trace encore dans la mémoire, prouve bien qu'on a des choses en commun. Et donc, et puis, comment dire, je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, mais moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez les Russes, c'est qu'ils sont très sentimentaux. Hein, donc, ça peut entrer en résonance avec les Français. C'est possible. C'est possible que l'américanisation, que la wokisation n'ait pas finalement abîmé le socle important et qu'on puisse raccommoder et faire des choses ensemble après. Mais pas dans ce contexte-là. Pas tant que l'Occident n'aura pas payé la facture qu'il doit. Et quand je dis ça, je ne suis pas comme, si vous voulez, aux États-Unis, les BLM en disant, voilà, l'histoire est tragique, elle a été ce qu'elle a été, mais pour autant, aujourd'hui, la domination occidentale est dans une impasse, l'Empire romain est devenu fou, maintenant il faut régler ça. Et malheureusement, nous ne sommes pas du bon côté de l'histoire. Merci à Régis de Castelnau, merci de maintenir la flamme franco-russe malgré tout. Ah oui, non, mais ça, il n'y aura pas de souci. Puis j'ajouterai une chose, c'est que, si vous voulez, moi j'ai connu la Russie avant, en 91. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire russe, ça c'est clair aussi. Je connais, pour des raisons culturelles, militaires, je connais très très bien la Grande Guerre patriotique. Hein, j'ai un grand souvenir. J'étais à Moscou en novembre 1982. J'avais été pressenti pour prendre la direction d'une grande structure de juristes qui s'appelait l'Association internationale des juristes démocrates, et dans laquelle les soviétiques étaient présents. Et il y avait une soirée, et novembre 82, hein, c'était 40 ans après la contre-offensive Uranus à Stalingrad. Et donc, il y avait une soirée où on servait, c'était un peu un concours à chaque fois entre les Français et les Russes, on servait la vodka. Hein. Et donc, c'était le premier qui ne tenait pas. Vous voyez ce que je veux dire? L'expression française, c'était le premier qui roule sous la table. On m'avait prévenu, donc je me débrouillais pour mettre la vodka dans les plantes vertes, pour éviter, parce que bon... Et donc, et on portait des toasts. Et vient mon tour de porter le toast. Et je porte le toast, alors on portait des toasts à l'amitié, on portait des toasts à Pouchkine, Et moi, je me suis levé, j'ai dit, voilà, on est en novembre 82, 40 ans après la bataille de Stalingrad, je porte un toast au colonel soviétique qui a pris le pont de Kalach. Le pont de Kalach était un pont sur le Don, hein, qu'il a réussi à prendre, et ce qui a permis aux deux pinces de fusionner. Et donc je porte un toast
à cet officier soviétique. Et là, j'ai vu les réactions, c'était extraordinaire. Ah, mon prestige était total, hein, je peux vous dire que là... Parce que j'étais jeune à l'époque, c'était l'époque du brejnevisme, bon, des gens de mon âge, il n'y en avait pas, quoi. Hein, donc, ils étaient un peu surpris que je sois pressenti pour prendre cette responsabilité. Et le toast donné à un des acteurs importants de la Grande Guerre patriotique m'avait assuré une considération qui ne s'est jamais démentie par la suite. Hein. Donc, moi, si vous voulez, bon, j'ai des relations avec la Russie, puis bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est la capitale, c'est la patrie de la littérature, c'est la patrie de la danse, c'est la patrie de la musique. C'est un peuple extraordinaire, extraordinaire. Merci Régis. Je vous en prie. Très grand peuple. Le peuple américain aussi, hein. Mais bon, en ce moment, il va pas bien.